C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Face à Face, votre magazine dont vous avez déjà eu l'habitude de suivre de temps en temps. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Ngui Kassanji, ex-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Et aujourd'hui, il est sénateur, avec qui nous allons parler justement de ces 12 années de règne à la tête de cette grande province aussi riche parmi tant d'autres de la République démocratique du Congo. Ces 12 années de règne en ce qui concerne beaucoup plus les sous-secteurs de l'éducation. Là, vous le savez déjà, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais cela ne va pas nous permettre d'oublier d'autres secteurs de l'éducation. Là, on voit directement l'enseignement supérieur universitaire et pourquoi pas les centres de formation. Nous allons recevoir M. Ngui Kassanji après cette petite transition. M. Ngui Kassanji, 12 années à la tête de la grande province du Kasaï oriental démembré. Aujourd'hui, s'il faut qualifier votre bilan, et surtout en ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire, technique, quels sont ces qualificatifs qui conviendraient? Je vous dirais que quand j'ai accédé à la tête de l'exécutif provincial, j'avais trouvé une province où les enfants avaient abandonné l'école pour la plupart. Ils étaient dans les mines de diamants. Et nous qui étions reconnus sur le plan tant national qu'international comme bastion de l'intelligence congolaise, excusez-moi de le dire, parce que au regard des statistiques des professeurs d'université, des médecins, des journalistes, dans beaucoup de secteurs, vous trouverez que le Kasaïen vraiment trônait. Mais il y a eu toute une génération qui a perdu cette renommée, qui a fait perdre cette renommée-là. Cette génération, c'est pendant la période de 82 jusqu'au-delà de 2000. Donc cette période a été une période sombre pour le secteur de l'enseignement dans notre province. Pourquoi? Parce que ce fut les années où il y a eu la libéralisation de l'exploitation artisanale du diamant. Donc il y a eu une ordonnance signée par le feu président Mobutu qui avait libéralisé l'exploitation artisanale du diamant. Et du coup, les enfants sont allés dans les mines du diamant. Très peu de gens s'intéressaient à l'enseignement. Alors, il lui fallut que j'arrive pour que nous puissions donner du tonus au secteur de l'enseignement, pour sortir les enfants des mines de diamants, surtout la jeune fille, qui était à l'époque chosifiée. C'est quelqu'un qui était là pour le mariage précoce, etc. J'ai commencé cette campagne de sortir les enfants des mines, sortir la jeune fille des mines de diamants. J'avais pris un arrêté pour interdire, même si c'est constitutionnel, cette décision-là, mais j'avais pris un arrêté au niveau de la province pour interdire le mariage précoce. Le mariage précoce, ça veut dire des enfants de moins de 18 ans. Et j'en avais fait l'objet de ma campagne intensifiée auprès des pasteurs des églises, auprès des parents, etc. Et ça avait porté. Avec quelles conséquences? De 2008 à 2018, notre province avait commencé à trôner, donc à reprendre sa place, c'est-à-dire première ou deuxième province de la RDC, deuxième province éducationnelle de la RDC. Alors, quand les enfants sortent des mines de diamants, cela vous oblige de construire des infrastructures scolaires. Et voilà, nous nous sommes employés à la construction des écoles. Combien concrètement? Dans l'ensemble, parce que quand les gens m'entendent dire que j'ai construit 285 écoles, les gens doutent. Et ils se disent non, comment? Mais oui, nous avons mené une campagne auprès des partenaires. Je suis venu ici à Kinshasa, j'ai tenu la table ronde avec les partenaires
et les bailleurs de fonds. Nous-mêmes, au niveau de notre budget, nous avons priorisé l'éducation et on a construit finalement dans les 3 districts jadis les écoles et dans la nouvelle province du Kasaï oriental, on a construit au nombre total de 285 écoles. Monsieur Ngoyi Kassanji, puisque vous parlez de construction des écoles, il y en a comme ça qui vous taxent d'être usurpateur, tout simplement parce que vous vous êtes approprié le projet PRISE, les réalisations de ces projets. Mais écoutez, il faut être... le projet PRISE, oui, mais ce projet PRISE est issu des négociations. Il y a eu au préalable le gouvernement de la République avec les partenaires, donc la BAD. Et nous avons été associés aux discussions. Nous avions présenté nos besoins. Et quand on réalise dans votre mandat, les partenaires au développement réalisent les projets que vous avez inscrits au budget de votre province, parce que et vous les avez localisés. À la différence que nous avons initié nos projets, et nous les avons localisés, nous avons dit voilà, vous devez construire pour nous tel endroit, les besoins sont ici, les besoins sont là. C'est différent de quelque chose qu'on vient vous construire comme ça. Donc ça veut dire que nous avons été au départ du projet, à la conception des projets. Et donc, nous ne nous sommes pas accaparés. C'est ce qui vous donne les droits de la paternité du projet? Oui, ça fait partie du bilan. Ça fait partie du à l'exception de ces réalisations, disons, co-réalisées par PRISE et votre exécutif provincial. Il y en a comme ça des écoles construites essentiellement par l'exécutif auquel vous étiez à la tête? Partout, nous avons construit des écoles, partout. 2, 3, 4 écoles dans chaque territoire. Nous en avions 16. Nous en avions 16 territoires. Vous pouvez compter. Comme ça, il y en a qui ont eu 6, il y en a qui ont eu 7, il y en a qui ont eu 10, il y en a qui ont eu 4, 5, c'est long que le besoin s'est présenté. Vous voyez, parce que les investissements sont aussi synonymes de moyens et de management. Nous avions mené des démarches auprès de l'UNICEF, de Save the Children, vous avez parlé du projet PRISE. Voilà, ce sont ces démarches-là. C'est la CTB. Donc, voilà la finalité de ces démarches. Et notre propre engagement fait que nous avons réalisé ces infrastructures de 285 écoles tout au long de notre mandat. Tout au long de vos 12 années de règne? Tout à fait. Et alors, s'il faut parler de vos empreintes dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, il y en a? Bien sûr. Vous savez que le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas de la compétence constitutionnelle des provinces, d'abord. Mais nous y avons travaillé quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, l'enseignement a fait partie de nos priorités. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai construit 3 auditoires à l'université officielle de Mbuji-Mayi, en dehors des mes dons que j'ai donnés en termes de chaises, etc., pour supporter cette université qui a résolu les problèmes des départs de nos enfants à la recherche de l'enseignement supérieur et universitaire. Comme vous le savez, notre province n'avait pas d'université et la plupart de nos aînés et nous-mêmes avions souffert à un moment donné pour aller à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani. Vous trouverez forte communauté Luba, à Lubumbashi, ici à Kinshasa, à Kisangani, juste pour les études. Et ils ont étudié, et carrément, il y en a qui sont restés là. Et
Si vous n'avez pas de moyens, les parents n'ont pas de moyens pour supporter d'abord le coût de transport était très élevé. Vous savez que l'activité principale de nos parents en RDC, c'est l'agriculture. Et donc les revenus de l'agriculture ne sont pas capables de supporter l'enfant. D'abord le coût du billet d'avion pour se déplacer, etc. Ça posait problème. Alors, il y a eu la première université, c'était l'université d'Mbujimai. L'initiative de digne fils de la province de Kasaï-Oriental, parmi lesquels il y avait le cardinal Maloula et d'autres, Monseigneur Tchibangon et d'autres dignes fils, des professeurs qui étaient ici. Alors, ils ont consenti de créer cette université et nous y avons travaillé. Donc j'avais commencé par être acteur quand j'étais opérateur économique, j'avais commencé par appuyer cette université, si bien que à l'issue de mes interventions dans cette université, j'ai été nommé administrateur, où je suis administrateur jusqu'aujourd'hui. Et donc, du côté de l'université d'Mbujimai, il y a eu les dons et la construction de quelques auditoires. Les dons de groupes électrogènes, les moyens. Donc j'ai appuyé les constructions qui étaient là, qui étaient en cours. J'avais personnellement, en tant qu'opérateur économique, même si j'étais gouverneur, j'avais donné 50 000 à 50 000 dollars américains. À l'université d'Mbujimai. Et à l'université officielle d'Mbujimai, j'avais construit 3 auditoires, en dehors des dons que j'accordais chaque année académique. À la clôture de l'année académique, je devais apporter un don important pour permettre à nos enfants d'avoir sur quoi s'asseoir. Et je n'hésitais pas d'appuyer cette université. Et en dehors de ça, d'autres institutions d'enseignement supérieur universitaire, même privées, je les appuyais. Donc, ISTIA, j'ai appuyé la construction des auditoires. L'ISP, j'ai également appuyé la construction de 3 auditoires, 3 auditoires, et ainsi de suite. Donc les qualificatifs d'un grand opérateur éducatif vous va tout droit au cœur, c'est ça? Je suis heureux, je suis content, parce que quand vous posez les actes, il faut que quelque part, ça soit reconnu. Et vous voyez, loin d'être satisfait d'avoir tout fait, mais au moins nous avons marqué les pas, le point positif dans ce secteur-là. Et ces points ont permis à la province d'avoir sa place. Avez-vous une fois pensé aussi à tous ces enfants qui n'avaient peut-être pas les moyens de se faire scolariser, des enfants qui n'avaient peut-être pas les moyens de faire l'université, en créant par exemple des centres de formation? Il vous est arrivé d'avoir une telle idée? Oui, nous avions trouvé qu'il fallait créer une classe moyenne. Et c'était à la suite de notre déplacement vers Madrid. Et là, on a été rencontrer le ministre de l'Éducation de leur gouvernement. Et nous avions initié ce projet de la formation de nos enfants. C'est ainsi que nous avions été en contact avec notre indigne fils de la province du Kasaï-Oriental, le DG de l'INPP, que nous tenons à féliciter parce que tout de suite, il a ouvert l'INPP qui a commencé à former les enfants et on a aujourd'hui les infrastructures dignes et les équipements de la dernière technologie pour former nos enfants, enfin en vue de créer une classe moyenne. En vue de créer une classe moyenne, mais il y a des jeunes de Mbujimai précisément qui se disent ben voilà, on n'a jamais trouvé de l'emploi dans notre propre province et du coup ben voilà, on est à Kinshasa, on est soit à Lubumbashi parce que tout simplement M. Ngouï Ka Sandji n'a pas créé des emplois. Écoutez, la création des emplois est synonyme des investissements. Nous en avions créé dans la mesure des possibilités de la province et donc créer les conditions pour les investissements. Parce que
ce n'est pas le gouvernement qui crée les sociétés, mais le gouvernement stimule la création des sociétés. Mais on vous reproche même de n'avoir même pas stimulé les investisseurs. Bon, Votre version de fait. les reproches sont monnaie courante à une certaine classe politique. Mais heureusement qu'elle est maintenant aux affaires, je crois qu'elle comprend les réalités de la gestion. Mais moi, je vous dirais que à mon arrivée en fonction, mon entrée en fonction, j'avais trouvé l'Amiba par terre, agonisante. Et bon, qu'est-ce que j'ai fait dans le secteur? Nous avons aujourd'hui la SACIM qui emploie plus de 2000. Et la SACIM est une alternative à l'Amiba. Et on a continué à mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir les fonds en vue de relancer l'Amiba. Mais que dire du secteur de l'enseignement où on a créé des milliers et des milliers d'emplois autour de, si je regarde les statistiques fournies par l'UNICEF, c'est autour de 17 000 emplois dans le secteur de l'enseignement. Il ne faut pas négliger ça. Donc, c'est payé. Et nous avons plus de 25 000 fonctionnaires de l'État dans la province. Mécanisés. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose. Bon, les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses. Mais on a fait l'essentiel. Et donc, loin d'être trop satisfait d'avoir tout fait, mais nous avons fait ce que nous pouvions faire. Ils disent même, certains jeunes des Mbujimai que j'ai rencontrés ici à Kinshasa, ils ont dit, M. Ngouï Ka Sandji a fait des étudiants comme vos petits qui chantent pour vous. Et là, ça a empiété même, oui, il faut qu'ils chantent pour vous. Chanter, c'est minimiser l'apport considérable, mon appui dans les secteurs de l'enseignement. Faire des étudiants des amis, c'est quelque chose, une autorité provinciale qui approche le milieu estudiantin, le milieu universitaire. Vous comprenez que tous les besoins de ces institutions-là étaient directement portés à la connaissance de l'autorité provinciale. Si bien qu'il réagissait, j'y réagissais rapidement. C'est un atout à exploiter. Bon, je vous dirais, pour revenir à la création d'emplois, que aujourd'hui, les gens parlent de la moto. De la moto comme quelque chose qui réduit le peuple kassaïen. Moi, je vous dirais que l'élaboureur La Fontaine a dit « Ne laissez pas une place où la main ne passe et repasse ». Et donc, si il ne faut pas rester à la maison pour voler, pour faire ceci, pour faire cela, mais si vous avez une activité qui vous apporte les revenus, qui vous fasse nourrir votre famille, et par cette activité, vous savez payer l'impôt, vous nourrissez l'État, vous donnez à l'État les moyens de sa politique, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Là, je vous parle de la moto. Quand j'ai commencé mes activités, il y en avait une dizaine. Une dizaine. Aujourd'hui, c'est des milliers. Donc, je peux vous en compter. En Mbujimai, il y a plus de 100 000. Donc, vous êtes l'initiateur des taxis moto. Il est venu ici et il résout les problèmes. Aujourd'hui, le problème d'embouteillage, j'ai regretté un jour, j'ai raté un voyage à Mbujimai il y a quelques jours, tout simplement parce que, bon, écoutez, j'ai mis 2h30 pour arriver à l'aéroport et du coup, j'ai raté l'avion. Si j'avais pris la moto, j'arriverais à temps, je trouverais mon avion. Donc, c'est un moyen rapide, par excellence, au regard des travaux qui s'effectuent, des sauts de moutons, etc. Donc, ça résout les problèmes de transport dans les grandes villes. C'est une innovation, une création d'emplois. Je peux vous dire que j'ai créé des milliers d'emplois. Quand quelqu'un a quelque chose de quoi manger chez lui, et quand quelqu'un sait payer
ses taxes et impôts, il participe à la survie de l'État et lui-même à sa propre survie. Et donc, ça fait partie de nos prouesses dans les domaines de la création d'emplois. Et là, vous en êtes fier. Je conteste ceux qui disent que nous n'avons pas créé de l'emploi. Mais écoutez, vous avez peut-être à créer le meilleur emploi, oui. le meilleur emploi, le premier emploi en RDC, je vous informe que ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas l'enseignement, c'est plutôt l'agriculture. Donc 90% des Congolais sont dans les domaines de l'agriculture. Il faut alors promouvoir ces secteurs-là. Et c'est ce que j'avais fait. Quand je suis entré en fonction en 2007, j'avais rendu l'agriculture une des priorités des priorités. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai signé l'arrêté en 2007, en décembre, pour rendre l'agriculture une activité obligatoire. Chacun devait avoir son champ. Et il fallait pourvoir au champ. J'ai vu les chefs coutumiers, je leur ai dit, écoutez, vous avez des vastes étendues non exploitées. Et donc, mettez ces champs à ma disposition. Moi, à mon tour, je vais les remettre à ma population. Et je vous interdis, j'interdis l'utilisation des moyens fétiches, etc., fétiches pour Kansonda, comme chez nous on dit, tout ça. Eh bien, les chefs coutumiers ont mis à ma disposition des champs. Ma population m'a écouté. Nous avions cultivé et produit abondamment. J'avais trouvé la mesurette de maïs à 4000 francs. La conséquence positive de la promotion du secteur agricole, c'est que la mesurette de maïs a été réduite à jusqu'à 400 francs, 450 francs. Les gens ont mangé abondamment, produit abondamment, mangé abondamment. Et tout au long de mon mandat, parce que cela a attiré le retour de nos populations et le départ des maïs vers des provinces voisines. Là où on importait, nous avons commencé aussi à exporter notre maïs. Et donc, si bien que ça devait avoir une influence sur le prix, mais la moyenne du prix du maïs tout au long de mon mandat, c'est 1500 francs. Donc en dessous d'1 dollar, la mesurette de maïs. Aujourd'hui, il se vend à, on m'a dit aujourd'hui, qu'il s'est vendu sur le marché de Mboujmaï à 8500. Chose jamais vécue au Kasaï oriental. Les Kassaïens, précisément du Kassai oriental, c'est lamentent déjà même en disant ben voilà, ça va pas. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est mieux de parler quand on n'est pas en fonction. Mais quand on y est, on affronte les réalités de la gestion. Il faut avoir une approche pragmatique qui puisse vous permettre de répondre aux attentes de la population. Et moi, j'avais eu cette approche-là dès l'entame de mon mandat. On ne peut plus jamais parler du Kassai oriental sans parler de M. Ngouï Kassanji. Comment comptez-vous continuer à contribuer positivement pour faire avancer les choses dans le Kassai oriental? Bien, je suis député national et du coup représentant de cette population à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, au sein de cette chambre. Et en tant que représentant de la population, je participe activement à son bien-être par les lois que nous sommes en train d'initier, par disons le contrôle parlementaire qui nous permet de suivre les activités du gouvernement pour voir si elles répondent aux attentes de notre population. Et pour ma province, je connais ces difficultés. D'abord, vous avez dit que le Kassai oriental est une province riche. Je vous dirais non. Du coup, parce que le centre de notre pays n'a pas connu les investissements, c'est-à-dire l'électricité a causé les déficits
le déficit des investissements. Vous avez le sud où le courant Yinga est allé. Vous avez l'ouest d'où partent Yinga et Kinshasa. Et du coup, vous avez également les provinces frontalières qui jouissent des activités de commerce frontalier. Et donc, le centre a été victime du déficit énergétique qui n'a pas stimulé les investissements. Et voilà ce qui fait que les quelques investissements qu'il y avait, l'Amiba qui était agonisante, et là, vous pouvez avoir, en termes de l'Amiba, c'est 200 millions d'investissements. Hein, et quand c'est par terre, bon, il n'y a rien. Vous avez Brassimba, c'est autour de 80 millions, 100 millions de dollars. Et aujourd'hui, Sassim, c'est 500 millions de dollars d'investissement. Et donc, c'est sur base des investissements que vous pouvez capter les recettes. Quand il n'y en a pas, c'est difficile de capter les recettes. Donc, parce que notre population, pour la plupart, n'a pas d'emploi. Et donc, agricultrice, donc, et dans l'agriculture, dans les secteurs agricoles. Et donc, ce qui fait que notre assiette fiscale, notre domaine de capter les recettes ne nous permettait pas d'atteindre, de dépasser 300 000 dollars. Ça pouvait flotter. À un moment, ça arrive à 400, mais la moyenne, c'est autour de 300. Si on a travaillé sérieusement, 300 000 dollars par mois. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Ça vous dit quelque chose? C'est une bonne chose. C'est consacré par la Constitution. Sa mise en œuvre était progressive avec le régime de Joseph Kabila. Il avait commencé progressivement au prorata des moyens qu'on avait. Bon, aujourd'hui, c'est une gratuité totale pour comment on dit pour les écoles, écoles publiques primaires et le cycle d'orientation, je crois. Oui, oui. L'éducation des bases. Ah, l'éducation des bases. L'éducation des bases. Avec une conséquence que, bon, notre budget, est-ce qu'il arrive à supporter ce coût? J'ai l'impression que, bon, il se pose quelques problèmes. Mais s'il faut au moins se limiter qu'à la volonté politique, c'est louable. Une volonté politique, il faut que cette volonté s'accompagne d'actes. La foi, sans acte, je crois que c'est... Il faut voir les deux. À mon humble avis, il fallu qu'on commence par la maximisation des recettes pour avoir les 2 millions et demi, 2 milliards et demi qui sont le coût de la gratuité de l'enseignement. Il se pose maintenant quelques problèmes de frais de fonctionnement, de ceci. Bon, est-ce que ça va impacter la qualité de l'enseignement? Parce qu'au finish, il ne faut pas une gratuité pour un résultat minime. Le bénéfice attendu, c'est qu'on ait les enfants bien formés. Mais si les enfants n'arrivent pas à être bien formés, par les déficits de frais de fonctionnement, par exemple, les déficits des infrastructures, eh bien, il faut réfléchir sur toutes ces questions-là. Ça doit être global. Donc voilà mon point de vue. Je suis content de la mise en œuvre de la Constitution dans ce secteur-là, mais je plaide pour les moyens conséquents. Il faut les avoir, il faut les maximiser, afin que cette décision politique puisse avoir
un impact positif sur la qualité de l'enseignement. Et à tous les parents de votre fief électoral qui traînent encore à envoyer leurs enfants à l'école, vous dites? Je ne pense pas. Tout parent responsable enverrait ses enfants à l'école, surtout qu'il y a gratuité aujourd'hui. Je ne vois pas un parent, mais il faut des mesures contraignantes qui poussent les parents à envoyer les enfants à l'école. Si un parent n'envoie pas les enfants à l'école, il doit être sanctionné. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça. Merci beaucoup, M. Ngouï Kassanji. Ça n'est fini pour ces numéros de votre magazine Face à Face. Un prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Alors en attendant, nous vous disons bonne suite des programmes sur votre chaîne thématique de l'éducation, la première des chaînes thématiques de l'éducation en Afrique centrale. Au revoir.